bienvenue sur le podcast de l'APM. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir en face de moi dans nos studios lyonnais Alain Imbert, avec qui nous allons parler de gestion du temps, de comment reprendre la main sur le fil, comment équilibrer sa vie perso, sa vie professionnelle. Bref, on va vous donner un certain nombre d'outils bien concrets pour pouvoir travailler sur cet élément indispensable qui ne se stocke pas, donc ne se gère pas, qui est le temps. Salut Alain, bienvenue. Salut Rémi, quelle intro. Alain, bon, on va le dire à tout le monde, j'ai eu la chance moi de participer à ton intervention dans mon club Lyon Avenir il y a 24 mois, je pense de ça à peu près, 2 ans. Ouais, je me demande si c'était pas avant le Covid même. Peut-être même avant le Covid. Tu nous rajeunis. Peut-être bien. Et en fait, ça m'a tellement plu et ça a été tellement applicable que je t'ai fait intervenir dans mon organisation. Alors, je le dis en avant-propos parce que on se connaît bien, parce qu'on a pas mal travaillé ensemble, ouais. Et je suis enchanté de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Écoute, parlons de gestion du temps, même s'il est impossible de gérer son temps. Il est impossible de gérer son temps. Et non. Et pourquoi ? Parce que gérer, ça veut dire mettre de côté la ressource quand j'en ai pas besoin ou quand j'en ai un excédent pour la ressortir quand j'en ai besoin. Et on a 5 ressources majeures à notre disposition: l'argent, la ressource humaine, la ressource en information, la ressource en matériel et la ressource en temps. Les 4 premières, on peut les stocker, on peut les immobiliser, même comptablement parlant. Le temps, on ne peut pas, parce qu'il est continuellement en train de défiler. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie ? Parce que je sais que le champ de tes investigations, de tes recherches, de ton travail est plus large que celui-là, mais oui. Particulièrement sur la question du temps, tu as mis beaucoup d'énergie et formalisé beaucoup d'outils. Pour quelles raisons tu t'es attaqué à ce sujet-là ? Eh bien, en fait, comme tu le disais, moi, mon boulot, c'est de travailler sur le management. Mon ikigai, mon dharma, ma mission de vie professionnelle, c'est que les gens partent tous les matins au boulot avec la banane et en reviennent le soir avec la banane. Et je me suis dit que ça faisait tellement de monde que j'allais m'adresser plutôt à leur manager, ça faisait moins de gens. Et le management, c'est de dire à la personne à qui tu viens d'acheter, entre guillemets, 7 heures de son temps, comment elle doit l'utiliser. Et en management, il y a une notion d'exemplarité qui est importante pour moi, c'est que toi, en tant que manager, il faut aussi que tu montres à la personne en question comment tu, entre guillemets, gères ton propre temps. Et donc, le management, c'est me gérer moi-même. La gestion du temps, c'est l'art de se manager soi-même de manière bienveillante, j'ai envie de dire. Donc, si je voulais parler de management, il fallait que je parle d'abord de management de soi-même. Ça me paraissait évident. Et toi, alors, est-ce que tu es irréprochable là-dessus ? Tu arrives à t'appliquer toutes tes recettes à toi-même ? Est-ce que tu attends que je dise oui ? Si mon épouse était là, elle répondra à ma place. En fait... C'est une question de choix. On ne peut pas gérer le temps, on peut gérer les priorités. Et qui dit prioriser dit faire des choix. Et moi, mon choix, c'est effectivement de passer un maximum de temps sur mon ikigai parce qu'il nourrit un maximum de mes valeurs qui sont transmission, liberté et plaisir. Alors oui, effectivement, je m'applique à un maximum de mes outils. Je ne suis pas un fanatique non plus. Même si quand je prends du temps pour moi, j'estime que je gère, entre guillemets, bien mon temps aussi. Ouais, alors là, attends. C'est quoi ce raccourci ? Moi je te parle de temps, tu me parles de comment m'organiser, tu me parles de valeur. Bah oui. Quel est le lien ? Ah écoute, en fait, quand les gens disent j'ai mal géré mon temps, ils disent en fait j'ai mal utilisé mon temps. Parce qu'on a tous 24 heures dans une journée, la question c'est est-ce qu'on l'utilise bien ou mal ? Et bien ou mal, c'est quelque chose qui est hyper subjectif. Quand on dit de quelque chose que c'est bien ou que c'est mal, on se réfère à quelque chose qui est notre ensemble de croyances et de valeurs. Et donc, si tu passes un maximum de temps, privé et pro, à des actions, des projets, des missions, des engagements qui nourrissent tes valeurs, tu vas te sentir bien, tu vas aller plus vite, tu feras moins d'erreurs, tu n'auras pas l'impression de perdre du temps. Et donc, la gestion du temps, entre guillemets, ça commence par savoir si tu es aligné entre ton temps privé et pro avec tes valeurs. Et Alain, mes valeurs, c'est mes valeurs dans ma vie quotidienne. Est-ce que les valeurs dans ma vie perso et ma vie pro sont les mêmes ? Alors, pas forcément. Pas forcément. On peut avoir un socle de valeurs qui nous a été, entre guillemets, transmis par notre cocon familial, nos parents, nos grands-parents. Et puis, on peut avoir ancré des valeurs quand nous étions à l'école, avec nos instits, nos premiers maîtres d'école, maîtresses d'école. Donc, il peut y avoir une différence entre les deux. Cela dit, effectivement, tu peux nourrir tes valeurs pro dans ton environnement professionnel et tes valeurs privées dans ton environnement privé. Donc là, le premier exercice que tu me suggères de faire quand tu déboules dans mon organisation, c'est de me dire quelles sont toi tes valeurs. Ouais. Je les liste. Ouais.
Est-ce que je repars quand même du socle de valeur de l'entreprise ou rien à voir? Alors en fait, il y a une différence entre les valeurs du dirigeant ou des dirigeants s'ils sont plusieurs et les valeurs de l'entreprise. Pour moi, quand on travaille avec les entreprises sur identifier leurs valeurs, ce que moi j'appelle le règlement intérieur moral de l'entreprise, il y a 4 sources. La première source, c'est les valeurs des dirigeants, éventuellement de leur garde rapprochée. La deuxième source, c'est les valeurs du métier. Si tu es avocat, comptable, notaire, tu ne peux pas t'asseoir sur la valeur de confidentialité ou de discrétion, par exemple, tu vois. Et la troisième source, c'est les valeurs du contexte politique, social et économique dans lequel évolue l'entreprise, parce que c'est aussi dans celui-ci qu'est généralement évoluent ses salariés, et les valeurs liées au terroir. Et donc, une fois que tu as identifié toutes ces valeurs-là, tu as un vrai choix stratégique des dirigeants, parce que si vous choisissez sécurité ou stabilité, c'est pas la même chose que si vous choisissez dépassement de soi comme valeur d'entreprise. Donc, c'est le vrai ADN de l'entreprise, c'est ces valeurs. Et donc, je liste mes valeurs, mais je vais en avoir un certain nombre. Ça peut vraiment aller très très loin. Après, il faut quoi? C'est quoi l'objectif en fait? C'est d'être exhaustif dans ma liste de valeurs? Dans un premier temps, oui. Identifier tes valeurs. Et ensuite, derrière, c'est choisir, et c'est une vraie décision. Souvent, j'entends choisir, c'est renoncer. C'est une foutaise. Choisir, c'est avancer. C'est juste une question de programmation mentale. Donc, tu choisis les 3 ou 4 valeurs qui, pour toi, aujourd'hui, alors soit dans ta sphère privée et ou dans ta sphère professionnelle, sont les plus importantes. C'est là, quand on dit on ne peut pas gérer le temps, on peut gérer avec les priorités, qui dit prioriser, dit faire des choix, et ben, on est au premier niveau de choix. C'est quoi les valeurs les plus importantes que je mette au centre de mon temps, de ma vie, dans les 4-5 prochaines années? Ok. Et à partir de ça, je fais quoi une fois que je les ai identifiées? Ok. Et ben, la question, c'est est-ce que j'ai suffisamment de buts ou de rêves dans ces 4 ou 5 ans auxquels j'ai passé du temps pour les atteindre, les réaliser. Et l'idée, c'est l'alignement, c'est que ces rêves, ces buts, ces engagements, ces projets nourrissent ces valeurs. Et donc, si jamais certains buts, rêves ne nourrissent pas certaines valeurs, ou s'il y a certaines valeurs qui ne sont pas nourries, il y a effectivement ce travail de réalignement sur c'est quoi les priorités dans les 5 prochaines années. Et la réponse, c'est nourrir les valeurs que je viens d'identifier. Comment je rédige un but? Comment je rédige un but? Un but ou un rêve, c'est quelque chose d'assez large. C'est la différence avec l'objectif. Le rêve, c'est quelque chose à 4 ou 5 ans. Me mettre à mon compte comme restaurateur, c'est un rêve. Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a un verbe. Normalement, ça commence par un verbe. Faire le tour du monde en voilier avec ma famille. Tu vois, c'est un rêve. C'est quelque chose qui commence par un verbe à l'infinitif, avec bien sûr un complément. Mais tu n'as pas de timing, tu n'as pas de... par rapport au fameux objectif SMART, par exemple, voilà, c'est la grande différence, elle est là. Mais alors si, là par exemple, l'exemple que tu me donnes, moi je suis manager, je fais l'exercice avec mon équipe, et puis je vois que, tiens, un tel ou une telle, mais comme rêve, moi dans 5 ans, je veux être à mon compte. Oui. Ben ça a tendance déjà à me tétaniser un peu, non? Parce que je me dis, waouh, donc du coup, notre relation, déjà, elle va avoir une durée. Et en quoi je peux faire de ça une force pour pouvoir engager cette personne pour les prochaines années, voire même les premiers mois, si je suis un peu court terme? Alors, en fait, ça, tu peux très bien l'entendre dans ce qu'on appelle l'entretien professionnel, qui est obligatoire tous les 2 ans, où on parle effectivement du projet de carrière, du projet professionnel. Oui, mais moi, c'est la RH qui le fait, c'est pas moi. Ok, la RH va te remonter au fait, t'en as un qui veut se barrer dans 5 ans. Okay. L'idée, c'est soit tu te dis, je le vire tout de suite, et puis parce que moi, je veux des gens qui restent stables dans l'entreprise, ou effectivement, tu as raison, c'était ta question, tu surfes dessus en disant, en lui posant clairement la question, j'ai bien compris ça, moi, je veux t'accompagner, qu'est-ce qu'on peut faire pour que toi, dans 5 ans, tu réalises ton rêve, et que moi, dans 5 ans, ma boîte, elle ait progressé, et que je ne perde pas un élément important pour moi. Ma question un peu déguisée, c'est est-ce qu'il y a dès ce moment-là des problèmes que je peux identifier, ou est-ce que peu importe à la limite quelles sont les motivations, les drivers profonds de motivation, c'est plutôt à moi, manager, de m'adapter pour essayer de capitaliser là-dessus, et que même si c'est à terme je veux être à mon compte, finalement même là-dedans il doit y avoir plein de choses que je peux activer pour motiver la personne. Typiquement, tiens, moi je vais t'apprendre telle ou telle chose, je vais te faire monter en autonomie, responsabilité, je vais te former sur des sujets sur lesquels aujourd'hui tu es un peu juste, pour que dans l'intervalle, ce soit bénéfique pour l'organisation. D'abord pour toi, et ça va jouer sur ta motivation, puis pour l'organisation, parce que techniquement, tu vas t'améliorer là-dessus. Ouais.
C'est bon. Après, ça dépend quel est son projet de création d'entrepreneuriat. Ah si c'est monter le concurrent, oui, j'imagine que voilà. Ta question, c'était qui doit s'adapter. Je pense que c'est les deux, mais tu as posé la bonne question. La question, c'est OK, c'est génial ton projet. Moi, j'aime avoir des gens qui sont enthousiastes dans ma boîte, qui ont des rêves. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que toi, tu réalises ton rêve et que moi, j'y gagne aussi en termes de motivation, d'enthousiasme et puis de pérennité une fois que tu seras parti. Donc tout ça, gagnant-gagnant. Voilà. Et là, on est quand même dans quelque chose qui est presque la philosophie de vie. Et c'est là où on a les premières prises de conscience. On a parlé en toute intro des arbitrages entre la vie privée et la vie pro. Est-ce que dès ce travail-là sur les valeurs, ça m'outille pour pouvoir avoir un regard là-dessus? Oui, alors je suis pas sûr qu'il faille opposer les deux. Je sais que je me rappelle un exemple à l'APM lointain à Singapour où effectivement les expatriés sont toujours par monts et par vaux et puis ils peuvent avoir des conflits entre la valeur de travail et la famille et la valeur de famille par exemple. L'idée c'est d'être créatif, c'est de pouvoir avoir des rêves où effectivement travail et famille vont ensemble. Moi chaque fois que je vais à l'étranger lointain, j'emmène mon épouse. Je me rappelle de 2 clubs APM en Bretagne où dans l'un le président est le papa et puis dans l'autre il y a le fils et ils bossent ensemble dans une imprimerie. Donc voilà, après c'est la créativité pour allier toutes ces valeurs. Donc une fois qu'on a les valeurs, qu'on les a traduites en but, plutôt rêve. Plutôt but rêve, c'est un peu trop technique. Okay. Rêve. Ouais. En rêve. Ensuite, l'étape d'après, c'est quoi? Eh ben, disons que là, on est sur un horizon de temps, mon rêve de 3 à 5 ans à la louche. Et après, l'idée, c'est là, il va falloir commencer à mettre des choses dans mon agenda, là, que je fasse avancer, que j'avance vers mes rêves. Et donc, l'idée, là, c'est de se fixer des objectifs. Donc là, effectivement, le fameux acronyme SMART que personnellement, j'ai revisité parce que j'ai trouvé que le SMART qu'on m'avait appris à l'école au millénaire dernier n'était pas forcément satisfaisant. Donc, le S, c'est spécifique, quelque chose de précis. Je reprends l'exemple mon rêve, c'est d'être restaurateur à mon compte. Bon, mais un de mes objectifs, c'est d'avoir passé, je sais pas, le CAP de cuisinier d'ici telle date, tu vois. C'est de l'opérationnel. Mm-hmm. Le M de mesurable, des euros, des pourcents, des kilogrammes, des heures, etc. Et puis pour le A, il y en a 2. Il faut qu'il soit atteignable. Sinon, c'est plus un rêve, c'est un idéal. Mais il faut qu'il soit ambitieux. Il faut qu'il me donne envie de passer du temps à cela. Le R, c'est le révisable. Parce qu'il faut avoir cette agilité. Tous ceux qui avaient des objectifs en mars 2020 savent de quoi je parle. Le T de traçable dans le temps. Et puis le E d'écologique. J'aime bien rajouter le E d'écologique au sens de mon objectif dans sa formalisation et dans les moyens mis en œuvre pour l'atteindre va respecter son écosystème. Une fois qu'on a établi ces objectifs, on a, en fait, toi, tu as matérialisé ça sous forme d'un sablier. Oui, référentiel. Qui s'appelle le référentiel. Oui. Donc là, on est sur la partie haute du sablier. Représentez-vous la partie haute du sablier. Et il y a la partie basse du sablier qui est finalement, qui répond aussi à des choses assez terre à terre auxquelles on est tous confrontés tout le temps. Et j'aime beaucoup cette grille de lecture. Je vais te laisser l'expliquer. Ça sera le plus simple. Une fois que j'ai mes objectifs, c'est OK, plan d'action. Qu'est-ce que je mets dans mon agenda demain matin pour, in fine, atteindre mon objectif d'avoir mon CAP de cuisinier, etc., etc. Sauf que dans la vraie vie, il y a des mails, des interruptions, des imprévus, etc., etc. Et effectivement, dans la partie basse, c'est finalement mon agenda à la semaine, au jour, à la semaine ou au mois, où je vais positionner ce qui est important pour moi, les actions pour avoir mon CAP de cuisinier à la fin de l'année. Et puis, il y aura des petits grains de sable qui vont apparaître. On les a catégorisés en 5. Le premier grain de sable, finalement, c'est les récurrences. C'est les choses qu'on fait de manière automatique, régulière, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. Le cours de Zumba le mardi soir, la réunion d'équipe le lundi matin, piscine avec les gamins le samedi matin. Donc, ça peut être du privé et du pro. Mon reporting mensuel, ça peut être du privé et du pro. Donc ça, l'idée, c'est de les positionner dans l'agenda en premier. L'erreur, là, c'est de vouloir farcir, j'ai envie de dire, complètement à 100% notre agenda avec des actions qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et c'est ça l'erreur, parce qu'il y a toujours ce temps incompressible pour traiter ces récurrences. De ce que tu observes, Alain, la part dans un agenda chez des cadres et des dirigeants qui est associée aux récurrences, est-ce que tu saurais évaluer ? Est-ce que c'est 10%, 20%, 50%, 60%, 80%? Ça fait 21 ans que je bosse là-dessus. Ça dépend des métiers. Okay. Ça dépend des métiers. Je dirais que
Un responsable SAV va avoir moins de récurrence et plus d'imprévus. Un comptable ou un expert comptable va avoir plus de récurrence. Il doit faire des choses tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, tous les ans. Donc ça dépend vraiment des métiers. Donc je ne peux pas répondre à cette question. Donc on a les récurrences. Ensuite, la deuxième chose, c'est tout ce qu'on appelle les micro-tâches. C'est ces petits grains de sable, ces petits trucs, ces petits broutilles du quotidien. J'ai une roue crevée dans le coffre, il faut que je passe chez le garagiste la faire réparer. J'ai ma petite capsule, j'ai ma petite machine à café personnelle dans mon bureau parce que j'aime pas la machine à café de l'entreprise. Et puis donc j'ai des petites capsules dont je ne citerai pas le nom. Et puis il reste plus qu'une capsule. Bon, la micro-tâche, ça consiste à commander les capsules parce que j'aime pas déléguer ce truc-là. C'est mes capsules, j'aime bien. Bon, voilà, c'est des petites bricoles. Et l'idée, c'est que si on est en mode j'aurai toujours 5 minutes pour le faire, on se retrouve avec plein de crises. Genre, j'ai plus de capsule Nespresso et mon client japonais me demande un café. Je suis bien embêté parce que j'en ai plus. Parce que j'aurai toujours 5 minutes pour commander. Et puis, quand ma roue crève de nouveau, c'est un samedi, il est 2h du matin, il pleut et il n'y a pas de réseau pour appeler une dépanneuse. Donc, Et puis, si on est en mode je le fais tout de suite, on se retrouve à traiter des choses qui ne sont pas importantes et qui ne sont pas urgentes. Et du coup, on néglige les choses importantes. Donc l'idée, c'est de se prendre des rendez-vous avec soi-même pour les traiter en bloc, les mettre sur une to-do list et les traiter en bloc 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, par exemple. Donc là, toi, tu as une note ouverte sur ton iPhone ou sur ton téléphone. Tu as une to-do list micro-tâche. Ouais, voilà, c'est la to-do. Surtout, tu les traites pas sur le moment où quand elle tombe sur le coin du nez. Si elle te prend 1 minute, tu les traites tout de suite. Mais sinon, to-do list pour éviter de se faire happer parce que c'est jouissif de rayer ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Je connais même des gens qui notent des choses qui n'étaient pas sur la liste une fois qu'ils les ont faites pour pouvoir avoir le plaisir de les rayer derrière. Okay. Donc, mais c'est important d'avoir 2 listes, pas une. Une liste avec les petites bricoles, les micro-tâches, et une autre avec les choses importantes. Ne pas mélanger les deux. Donc ça, c'est une deuxième to-do. Ouais, 2 to-do, ça marche. Et tu mets quoi dans la deuxième alors? C'est les choses importantes. Les choses importantes. Les choses qui vont me permettre d'atteindre les objectifs, qui vont me permettre de réaliser mes rêves, qui eux-mêmes nourrissent mes valeurs. Je te refais une rapide révision de la partie haute du référentiel. Mais normalement, tu circonscris aussi tes priorités à justement ces objectifs que tu as fixés. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses importantes, mais si ce n'est pas dans tes objectifs prioritaires, on peut décider de les traiter le trimestre prochain, le semestre prochain. Et c'est ça. C'est ça la question de priorité. C'est de choisir. On peut parler de charge de travail, mais en fait, la charge de travail, c'est qu'est-ce que je choisis ? Qu'est-ce qui est prioritaire ? Et moi, ce qui est prioritaire, c'est des choses qui nourrissent mes valeurs, qui me permettent de réaliser mes rêves et d'atteindre mes objectifs. Donc, tu peux reconfigurer régulièrement ce truc-là, mais pas tous les jours. C'est un truc qui se reconfigure, à mon avis, minimum tous les ans, voire tous les 2 ans. Et qui peut se dealer avec son manager aussi, de dire... Ah bah oui, parce que là on parle du privé. Je te parlais de devenir restaurateur à mon compte, mais dans le pro, c'est pareil. Donc après les micro-tâches, qu'est-ce qu'on a ? Il en reste 2, je crois. Alors, les imprévus. Donc ça, les imprévus, souvent, les cadres ils ont cette forme de culpabilité de se dire, compte tenu de mes responsabilités, compte tenu de mes prérogatives et surtout du salaire que je reçois, il faut absolument que mon agenda soit blindé. Alors qu'en fait, non, plus tu montes dans la responsabilité hiérarchique, plus ton agenda doit être vide parce que ton taux d'imprévu va augmenter. Donc moi, je préconise... des plages vides, ce qu'on appelle des jokers, qui vont nous permettre de faire un peu, jouer au Tetris, quoi, finalement. Mm-hmm. C'est-à-dire que si un imprévu arrive, il va rarement arriver au moment où j'ai un joker. Mais si un imprévu arrive, c'est mon choix. Soit l'imprévu, je le fais pas tout de suite et je le ferai pendant le prochain module joker. Soit l'imprévu est prioritaire et du coup, dans le prochain module joker, je mettrai ce que je n'ai pas pu finir parce que j'ai donné la priorité à l'imprévu. J'espère que c'est clair, ça, pour tout le monde. Comment on gère les aléas, les imprévus. Parce que c'est vrai que c'est très simple quand tu le décris, mais intuitivement, avant que tu me l'expliques, moi, c'était pas comme ça que je faisais. Je lâchais tout ce que j'étais en train de faire pour le prendre, l'imprévu. Et puis, il y a aussi un côté assez grisant, quand même. Pour ceux qui fonctionnent à l'adrénaline, oui, je comprends. Mais l'adrénaline, c'est parfois une mauvaise conseillère. Je dis souvent aux gens, vous savez, urgent et immédiatement ne sont pas des synonymes. Et tant que les gens qui vous diront c'est urgent, vous considérez qu'ils sont en train de vous dire que c'est immédiat, vous vous mettrez dans la seringue tout seul comme des grands parce que quand ils vous disent c'est urgent, ils ne vous disent pas c'est à faire tout de suite. Toi, c'est quoi ton réflexe alors quand on arrive avec t'es dérangé avec Super, pour quand tu le veux. Ok. Et si les gens me disent c'est urgent, je dis ok, pour quand tu le veux, parce que c'est urgent n'est pas une réponse à la question pour quand tu le veux. C'est-à-dire que je les fais sortir du bois en leur proposant une deadline, et généralement cette deadline, cette échéance pour parler français, c'est mon prochain joker. Donc soit ils acceptent et du coup je traiterai ce qu'ils m'ont demandé dans le prochain joker et je me remets à ce que j'étais en train de faire.
Soit il faut que je le fasse tout de suite, et je le refais tout de suite sereinement, parce que ce que j'ai dû lâcher, sera fait dans le prochain joker. Donc on est lundi matin, il est 10h, tu te fais déranger par une collaboratrice, un collaborateur ou un client qui veut quelque chose tout de suite maintenant. Tu as deux options, soit ce que tu avais prévu de 10 à 11, tu le reportes sur ton prochain joker qui est peut-être le mardi après-midi à 14h. Oui. Et soit tu négocies, ou en tout cas tu proposes à la personne de lui rendre pour le mardi soir, et ça te permet de glisser ça dans ta to-do du mardi, et tu utilises ton temps de joker pour le faire. Ouais. C'est vraiment important ce que tu viens de dire, Rémi, que plutôt que de prendre argent comptant, et souvent, ah ouais, mais c'est un client. Ça veut dire quoi? C'est un client, donc tu dis oui et amen. Un client, c'est un être humain, tu peux éventuellement lui proposer une date. Alors si tu lui proposes pendant 6 mois, je comprends qu'il te vole dans les plumes, mais si tu lui proposes pour le lendemain, voilà, ça peut le faire. Les imprévus, tu les as cartographiés aussi, il y en a plusieurs types. 4 types, oui. Et en fait, ils sont tous traitables avec le joker. Le premier type, c'est pas un imprévu d'un tiers. Tu sais, tu parlais du client, du collaborateur ou de la collaboratrice qui débarque dans mon environnement le lundi matin. Ça peut être simplement parce que j'ai sous-estimé le temps pour faire une tâche que je n'ai jamais faite. Je me donne 4 heures, je ne sais pas, pour répondre à un appel d'offres, par exemple. Et au bout de 4 heures, j'ai pas fini. Il me manque 2 heures. Ça, c'était pas prévu. Et les 2 heures que tu n'as pas, c'est pas de 18h à 20h que tu vas les prendre alors que tu avais prévu d'aller voir ton gamin à son match de foot ou à son gala de danse, mais c'est au prochain joker. Le deuxième, c'est j'ai pas envie. Tu as planifié effectivement lundi après-midi de faire ta réponse à appel d'offres, et quand tu rentres après déjeuner, ça va pas. Tu es fatigué, ta créativité est en berne, t'as pas envie. Et là, si t'as pas de joker, tu vas te forcer à le faire, et tu vas le faire mal, et ça va te prendre plus de temps, et tu risques de faire des erreurs. Là, si tu as ton joker, dans le prochain joker, tu repousses cette tâche et tu fais une tâche qui n'est pas consommatrice de jus de cerveau. Ça, c'est le deuxième. Le troisième, c'est l'impondérable. Je sais pas, une panne internet. Tu avais rendez-vous avec quelqu'un, il est malade, son assistant ou son assistante t'appelle pour que tu proposes un autre créneau. Là, si ton agenda est blindé dans les 3 prochaines semaines, tu lui proposes un créneau dans 4 semaines. Ça, c'est embêtant. Si par contre, tu as un joker, tu lui proposes le prochain joker, ça peut marcher. Et le quatrième, c'est effectivement quelqu'un, tu l'as dit, qui débarque dans ta vie et dont tu dois t'occuper. Tu ne peux pas déléguer, tu ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de le faire. Et là, effectivement, c'est là où tu proposes, tu as employé le mot négocier, pourquoi pas, une échéance plus loin qui englobe ton joker. Avec tout ça, normalement, on vous a bien outillé et vous devez voir le squelette hebdomadaire. Ça, c'est l'outil, in fine, il prend cette forme-là. C'est le squelette de ma semaine. Voilà. Et qui intègre des micro-tâches. Donc, j'ai des plages pour gérer mes micro-tâches. Ouais. Des jokers. Ça, c'est, j'en mets combien dans ma semaine des jokers? C'est pareil, ça dépend si tu es comptable ou technicien SAV. Parce que les imprévus, mis à part le fait que la personne soit très désorganisée, mais sinon les imprévus sont souvent inhérents au métier. Donc, c'est vraiment la gageure, là. C'est arriver à évaluer combien de jokers, quelle durée chacun, et où les mettre dans la semaine. Parce que si effectivement tu sais que le lundi matin c'est toujours la guerre parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées le week-end, tu vas pas mettre ta réunion d'équipe lundi matin, tu vas mettre un joker lundi matin par exemple. Si tu sais que c'est le jeudi ou le vendredi où plein de clients se réveillent, que c'est la fin de la semaine et qu'ils veulent, le vendredi après-midi tu vas rien mettre. Donc ça dépend vraiment le nombre de jokers, leur durée, leur positionnement dans la semaine du métier que tu fais. Ensuite, on met ses récurrences. Donc, pareil, ça dépend un peu du volume de récurrence qu'on a imaginé. Oui. On met les mails. Donc, alors non. Donc, les 3 os, c'est les récurrences, les plages de traitement des micro-tâches et les jokers. Les mails, tu les mets dans les micro-tâches ? Non, les mails... alors, le mail n'est pas un média de communication d'urgence, contrairement au téléphone. Donc, il n'y a aucune raison de traiter au fil d'arrivée des mails, les mails. Et donc, l'idée, c'est des batchs, des plages de traitement. Moi, je recommande 2 à 3 fois par jour, ça suffit de traiter les mails. Donc, oui, effectivement, théoriquement, tu peux dire que c'est 3 récurrences quotidiennes que tu mets, je sais pas, le matin quand tu arrives, avant ou après déjeuner, le soir avant de partir, par exemple. Et après, une fois que tu as posé tout ça, il te reste un peu de temps pour tes projets. Pour les choses importantes. Pour les choses importantes, oui. L'idée, c'est que souvent, le réflexe, c'est de blinder son agenda avec les choses importantes, en ne ménageant pas du temps pour les récurrences, ce qui fait que ça va se transformer en retardement quand vous devez vous occuper de la TVA et qu'on est le 21 à midi.
Et puis, si vous ne traitez pas les micro-tâches, voilà, j'ai donné des exemples de crises que ça pouvait donner. Et si vous blindez votre agenda sans imprévu, vous risquez des petits pépins de santé, des petits pépins familiaux. Je ne rentre pas dans le détail, je pense que chacun sait lire dans mes pensées. Merci pour cette boîte à outils. Donc ça nous permet de, moi, être mieux organisé. Si moi, je suis mieux organisé, tout le monde en bénéficie. Normalement. À la maison, comme dans l'organisation. Dans l'organisation, on va essayer de répliquer ce mode d'organisation sur un maximum de gens. Oui. Pour tous se synchroniser. Donc là, c'est se manager soi-même. Et en ouverture, parce que là, on a vraiment choisi de se focaliser sur se manager soi-même, et tu as deux autres grands... Est-ce que c'est des cercles concentriques? C'est une fois que ça, je sais bien gérer, je peux aller au cercle concentrique suivant, qui est le management du quotidien, manager les autres, finalement. Oui. Et ensuite, il y a un spécifique dans ton cas sur les cadres dirigeants, parce que tu as 21 ans de pratique assidu à travers l'APM et ton métier de coach, formateur. Ouais. Coach, formateur, conférencier. Entrepreneur quand même. On est entrepreneur. On est neuf dans la structure. Oui. Et puis en pleine actualité, allez jeter un œil. Oui, c'est vrai. Alors, tu peux me dire deux mots sur les deux autres cercles concentriques? Alors, le management du quotidien, qu'est-ce que tu mettrais dedans? Le premier cercle, c'est me manager moi-même. Donc, tout ce qui est travailler sur mes émotions, sur ma programmation mentale, sur ma gestion du temps, etc. Le deuxième, c'est manager au quotidien l'équipe. Donc, c'est l'assertivité, l'affirmation de soi, la délégation, les entretiens annuels, l'animation de réunions, la gestion de conflits, bref, la vie de l'équipe au quotidien. Et puis, donner du sens à l'organisation, à l'entreprise sur le long terme. Donc, c'est la stratégie, c'est le recrutement, c'est la conduite du changement. Voilà, des sujets comme ça. Mais tu interviens partout. Il faudrait un Alain Imbert ou un de tes collaborateurs, une de tes collaboratrices à mi-temps dans une organisation pour pouvoir gérer tous les dossiers. Si tu te mets à faire le commercial à ma place, on va pas s'en sortir. Ils ne sont que 9, donc allez-y doucement. Alain, un grand merci. J'espère qu'on aura peut-être l'occasion de faire un second épisode, peut-être dans 12, dans 18 mois, sur une autre thématique de ton catalogue de thématiques, parce que c'est ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très structuré, très méthodologique et très concret. Aujourd'hui, j'espère que vous avez visualisé le squelette hebdo. J'espère que vous vous êtes questionné sur finalement quelles sont les valeurs qui vous mettent en mouvement chaque matin et essayer de les synchroniser avec celles que vous avez à activer dans le cadre de votre mission tous les jours dans votre organisation, que vous soyez dirigeant ou cadre ou simple collaborateur. On serait ravis d'avoir un maximum de gens qui nous fassent du feedback et du retour sur ces outils. Essayez de les mettre en pratique. En 15 minutes, 20 minutes, c'était un petit peu ambitieux. Mais Alain, sinon, il vous répond et puis il viendra mettre ça avec vous dans vos organisations en place. Alain, est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais rajouter avant qu'on se quitte? Oui, une phrase qui est vraiment importante puisqu'on parlait de management de soi-même et des autres. Une phrase qu'un de mes mentors m'a dit un jour et qui fait vraiment qui me fait lever le matin, c'est Alain, fais grandir ton équipe, elle fera grandir ton organisation, l'inverse est souvent faux. On va s'arrêter sur cette parole de sage. Un grand merci pour ta venue et je te dis à très bientôt. Merci.